mais c'est un terme que tu vois de plus en plus souvent quand tu parles avec les gens. Moi, je croyais que ça existait qu'à la télé, et j'ai rencontré des prods qui m'ont dit... Moi, j'ai un projet de court-métrage en cours, j'ai rencontré des producteurs, ils m'ont dit c'est vachement bien, mais du fantastique, on fait pas. Est-ce que j'ai toujours voulu faire du cinéma? Non. Au début, je voulais être dessinateur de BD, donc j'ai fait des études d'art plastique, de dessin. Enfin, voilà, j'ai fait des études dans plus orienté graphisme. Et après, un soir où j'avais une insomnie, je vivais encore chez mes parents à l'époque, j'ai allumé la télé et je suis tombé sur un gros film de merde qui s'appelle Jackie Chan contre-attaque. Mais comme j'arrivais pas à dormir, bah, je suis resté devant le film. Et je me suis dit, bon, j'ai regardé le film, bon voilà, il valait ce qu'il valait, mais j'ai regardé le film. Et une fois le générique de fin parti, j'ai vu quasiment qu'à tous les qu'à tous les postes, c'était Jackie Chan qui avait tout fait. Donc il jouait, il réalisait, il faisait la musique, les cascades. Je me suis dit, mais putain, c'est ça qu'il faut faire, quoi. On peut tout faire. C'est trop bien. Et du coup, c'est comme ça. Du coup, j'ai changé d'orientation au niveau des études. Je suis parti sur des études d'effets spéciaux audiovisuels à Valenciennes, quoi. D'accord. Et donc après, au fur et à mesure des stages, c'est comme ça que je suis rentré dans le truc et j'ai commencé à réaliser. Tu t'es consacré à la technique plus ou est-ce que tu as voulu jouer en tant qu'acteur dans les films ou pas? T'as vu ma gueule? Non, c'est bon, non, je me vois mal acteur. Non, non, je suis pas fait pour ça. D'accord. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Ouais. Déjà le titre. Orphir? Ouais. Bah, le titre est. Alors, le titre du film, c'est Orphir, donc c'est simple. Le titre, c'est le nom du personnage principal. Hein. J'ai pas été chercher bien loin pour le titre. Alors, comment ce court-métrage est venu? C'est simple. J'avais déjà réalisé un premier court-métrage avec une association de production lilloise. Et le film avait tourné à Pékin. Donc, on avait été distribué à 100 000 exemplaires à Pékin. J'étais parti 3 mois en Chine pour ce film-là. Enfin, il y avait eu un peu de vie, quoi. Il y avait un truc qui s'était passé, ça avait un peu bougé, j'étais content. Puis bon, du coup, c'était bien de surfer un peu là-dessus et d'enchaîner directement avec un deuxième film. On avait une équipe technique déjà réunie, machin. Et le truc, c'est que j'avais vraiment pas d'idée, quoi. J'étais un peu en cours d'écriture. En plus, il y avait les examens de la fac, c'est con, qui tombaient à ce moment-là. Il fallait que je bosse aussi mes études. Donc voilà, je partais faire un documentaire au Sénégal. Donc j'étais un peu comme ça sur tous les fronts. J'avais pas vraiment le temps d'écrire. Et ce qui s'est passé, c'est que la productrice avait dans sa bibliothèque personnelle un bouquin, un recueil de contes. Et donc elle est venue me voir avec le recueil. Elle me dit bah écoute, Jonathan, si t'as pas d'idée, pioche là-dedans, ça te plaira peut-être. Et j'ai lu le recueil et je suis tombé sur une nouvelle d'un Anne Schindler. Et je me suis dit mais un Anne Schindler, c'est trop drôle à filmer, quoi. Donc j'ai écrit ça, et je suis parti là-dessus. Et donc j'ai écrit principalement pour Corinne Maziro qui joue dans le film. Puis j'ai eu la chance qu'elle dise oui dès le départ. Et puis donc une fois qu'elle avait dit oui, le directeur de la photographie est venu. Puis toute l'équipe s'est très vite constituée, quoi. C'est inspiré des contes et légendes celtiques. C'est un bouquin qui s'appelle Les Contes de la Dame Verte. C'est des contes picards. Donc ça vient de Picardie. Ok. Ça me fait penser aux contes et légendes celtiques, c'est pour ça. Ouais, il y a un peu de ça. Bah, elle a fait de la nature, le côté très nature. Ouais, c'est très self, hein, tout ça. Il y a aussi le côté où ça se répète 2-3 fois dans l'histoire pour que le personnage mémorise un peu son parcours. Enfin, je sais pas comment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, par exemple, tu retrouvais ça même chez Andersen ou chez Grimm. Voilà. Tu vois, les trois petits cochons, ils sont un peu cons quand ils réfléchissent. Ils construisent tous les trois une baraque, ils attendent la troisième pour qu'elle fonctionne. Ils sont pas très malins. Tu vois, donc il y a toujours c'est une espèce, c'est pas du running gag parce que c'est pas de la comédie, mais t'as toujours un truc comme ça qui revient. C'est répétitif. Ouais, bah c'est le principe du conte. Le héros doit passer des épreuves avant d'arriver un peu à la quête finale. Même dans un autre domaine, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est tout à fait ça, quoi. Frollo, il est obligé de se taper. Tu te rends compte, il doit traverser toute la comté, tout le bordel, juste pour jeter en fait une bague dans un volcan, quoi. Et, c'est vraiment un principe littéraire qui s'adapte très bien au cinéma, quoi. Quelle charge de travail a représenté pour toi l'élaboration de ce film? Bah, pas mal en fait, parce que j'aime bien être. C'est un truc que je fais beaucoup, je suis un peu à tous les postes. Donc j'étais là dès la production. Est-ce que tu as utilisé le système D pour arriver à tes fins? Euh, oui et non, parce que je voulais pas trop que ça soit système D, parce que je voulais pas que ça soit trop cheap.
mon premier court-métrage, quand je le revois maintenant, j'ai envie de me mettre des claques parce que vraiment, c'est un premier, je sais pas comment on s'est retrouvé à Pékin avec ce film parce que, comme tous les premiers films, il est un peu merdeux, il a des défauts, mais en même temps, il faut bien commencer. Oui, c'est bon, faut se lancer. Donc voilà, exactement. Et le deuxième, je voulais pas ça, je voulais faire un vrai film de cinéma avec de la machinerie, une vraie caméra, une vraie équipe. Et du coup, on a fait des demandes de subventions. J'avais pas encore 25 ans à l'époque, donc j'ai pu toucher. Je crois que ça n'existe plus maintenant, il y avait un truc qui s'appelait le Défi Jeune. C'est une forme d'aide financière. Ouais, c'est une aide à la création pour les jeunes, donc ça va aussi bien pour le cinéma que pour un mec qui veut créer sa société de salon de coiffure. Donc voilà, je voulais pas faire de salon de coiffure, hein, donc voilà, et après l'équipe technique elle est venue, ils nous ont donné des plans pour avoir des cams, on a eu un peu de thunes de la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'ils avaient, va savoir pourquoi ils avaient bien aimé le premier film, du coup ils voulaient suivre sur le deuxième, donc il y a des gens bizarres, hein, tu vois. Je sais pas, c'est le monde est comme ça. Et donc voilà, ça s'est fait, je voulais mettre un peu les moyens, quoi. Et après, mine de rien, c'est quand même pour parler de système D, c'est pas du système D, mais c'est quand même un peu, on est dans l'associatif. Il n'y a pas encore une société de production derrière ce film, donc personne n'est payé, tout le monde est bénévole, tout le monde doit sortir les doigts du cul, et puis venir, on a fait quand même 9 jours de tournage bénévole, tu vois, donc hors région, tout le monde doit quitter sa famille 15 jours, donc c'était quand même c'était quand même un gros investissement de la part de tout le monde, quoi. C'est clair. Donc avec quelle caméra as-tu tourné et pourquoi ce choix? J'ai tourné avec une Red, donc à l'époque, j'ai tourné en 2010, si je me trompe pas, l'Epic elle n'était pas encore sortie, donc on a eu une Red One, la première Red. Et en fait j'ai réuni toute l'équipe technique, on a fait des premières réunions de pré-production, de prépa, de design sur les costumes, ambiance lumineuse, tout le tintouin. Et en parlant au directeur de la photographie, j'ai dit écoute Eric, moi je veux bien faire l'impasse sur certains trucs, mais pas sur la qualité du film visuellement. Je veux que ça fasse... Et j'ai dit avec mes mots, j'ai dit je veux que ça fasse américain. Et je veux que ça fasse cinéma, quoi. Moi, j'adore Tim Burton, j'adore Spielberg, et je voulais qu'il y ait un peu de ça à notre échelle. Bien sûr, rivaliser avec Spielberg quand tu fais un court-métrage qui a pas beaucoup de thunes, on joue pas dans la même cour, on est d'accord, mais je voulais que visuellement, il y ait quand même un cachet, quoi. Et il m'a dit, écoute, je crois que c'est soit une Red, soit une Harry. Puis après, j'ai été sur le site de Red, voir J'ai comparé entre chez Harry ce qui avait été tourné et chez Red ce qui avait été tourné avec les caméras, voir quel genre d'univers correspondait plus à quelle caméra. On s'est retrouvé à prendre une Red. On l'a loué en Belgique, je crois. Ouais. C'est vrai qu'en revoyant ton film, moi ça m'a fait penser à un côté Tim Burton. Alors que je te connaissais pas, j'ai vu le film directement projeté sur un écran dans un bar et voilà, ça m'a fait penser à du Tim Burton, le côté fantastique, le côté mystérieux, tout ça. Si tu veux, moi j'ai quelques films comme ça qui sont mes bibles. Donc il y a Ciel d'octobre, c'est un film qui pour moi compte beaucoup. En France, on a le Pacte des loups. Pour moi, c'est voilà. Après, il y a, je sais pas si tu connais Le Roi et l'Oiseau, le dessin animé Le Roi et l'Oiseau. Tu vois, pour moi, ça c'est grandiose. Il y a des films comme ça qui sont mais comme Le Petit Poucet, tu vois, j'aime mes cailloux, j'ai mes films. C'est des références. Et dans ces films-là, il y a forcément pour moi Édouard aux mains d'argent. Pour moi, c'est sans doute un des plus beaux contes qu'on a vu au Cinoche. Quand il pense, la narration est très simple en plus dans ce film, mais c'est tellement touchant, bien monté, bien. Enfin, Tim Burton, c'était à l'époque où il faisait des vrais films, mais il faisait pas des dessins animés pour adultes. Il faisait vraiment du vrai Cinoche, quoi. Et moi, Tim Burton, c'est un génie rien que pour ça, quoi. Pour Édouard aux mains d'argent, c'est bon, il a fait ma vie avec ce film-là, quoi. Peux-tu me parler du logiciel que tu as utilisé et pourquoi ce choix? Logiciel de montage. Pardon, montage, ouais. Parce qu'on a utilisé plusieurs logiciels, en fait. Donc, je peux te parler un peu de la post-prod. Alors, en fait, c'était simple parce que comme je savais que j'allais étalonner sous DaVinci derrière, on a pris le logiciel de montage en fonction du logiciel de talonnage. Du coup, on a étalonné sur Final Cut. Non, je déconnerie. On a monté sur Final Cut, voilà, pour étalonner sur DaVinci derrière. D'accord. Et les effets spéciaux, c'est du After Effects, du Nuke, un peu du logiciel d'effets, quoi. C'est toi qui as participé au montage ou tu as épaulé quelqu'un Moi j'y étais, donc j'étais là tous les jours de montage et j'avais 2 monteurs. Donc avec un premier monteur, on a fait une version du film qui faisait 26 minutes et j'en pouvais plus, quoi. 26 minutes, le film il en finissait pas. Et en tant que spectateur, moi, mon film me faisait chier, donc il y avait un problème. Il y avait un truc, quand c'est ton propre film et qu'il est trop long pour toi,
Du coup, je me suis concentré après, j'ai pris une deuxième monteuse qui fait que de la pub. Et je lui ai donné le film, je lui ai dit ta carte blanche, coupe dedans. Et du coup, j'allais aux toilettes, je revenais, elle avait enlevé 5 minutes. Quoi. Mais c'était très rigolo parce que du coup, c'est notre vision du truc. Et après, je lui ai dit non, faut quand même pas couper autant parce qu'elle y allait vraiment franco. Mais c'est bien, comme ça a donné ce côté au film où il fait 16 minutes maintenant. Et je pense qu'il tient la route, que la narration, elle tient en 16 minutes. C'est mieux que d'avoir 26 minutes où les gens s'endorment devant. Quoi. Donc, oui, donc ton impression par rapport à DaVinci, le logiciel, est plutôt bon, quoi, mais c'est ça? Ouais. Puis j'avais un bon étalonneur, j'avais des D'accord. conditions incroyables. Quoi. On étalonnait ça sur un film sur un écran de 5 mètres sur 3, tu vois. Donc avec une vraie station d'étalonnage, c'était quand même des conditions incroyables. Ah C'est ouais, ça chouette. aide Quoi. beaucoup, là, du coup, d'avoir sur un écran hyper grand, Mhm. comparé à un Bah, le moins de ordinateur. détails, ouais, tu peux, Oui, tu vois, tu peux le voir. Quoi. Par exemple, il y a une scène sous la pluie où le mec marche et il était très sombre. Donc il a fallu masquer le mec, faire un masquage pour lui. Donc voilà, et ça sur un grand écran, c'est quand même beaucoup plus agréable. Quoi qu'on dise, faire un film dans des bonnes conditions, c'est quand même mieux que de l'autoproduction, quoi, c'est sûr. Dis-moi, par rapport au domaine du son, Ouais. peux-tu me parler de l'importance de ce domaine-là pour créer donc ton histoire? Bah, comme on était dans un univers vachement fictionnel et très fantastique, féerique, le son, ça avait une importance primordiale quand même, au niveau de la musique, des bruitages. Si ça faisait cheap, par exemple, je pense qu'on se ramassait directement derrière. On ne pouvait pas se permettre. Donc, j'ai fait appel à un bruiteur, un monteur son bruiteur. Donc voilà, on a bossé ensemble très longtemps sur les moindres détails, les machins. Le compositeur, il a mis quasiment 1 an pour faire la musique. Sur ce film, j'ai essayé de prendre mon temps à chaque niveau. J'ai mis 2 ans et demi pour le faire, mais au moins, voilà, il est fait. Il est, je pense, au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Après, c'est pas à moi d'en juger, mais moi, je suis content du fait de l'avoir poussé au bout. Et sur le son, je voulais soigner autant le son que l'image. Et donc, comme j'ai voulu tourner en RAID à l'image, j'ai voulu mixer en 5.1. Donc, ça veut dire trouver un studio 5.1, trouver des mixeurs 5.1 motivés. Bon, j'ai eu du bol parce que j'ai trouvé, mais il faut se bouger le cul, quoi. Enfin, je vois pas comment le dire plus proprement et moins vulgairement, faut juste se sortir les doigts du cul, en fait. Se lancer, quand même. Ouais, exactement. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question sur le Si, son. tu me dis que bah si, ça t'a permis de raconter ton histoire avec du son plus de l'image. Donc, Ouais, parce voilà. que l'un et l'autre ne va pas, l'un sans l'autre ne va pas, ça Bah, sera pas bon il y à a la un fin, truc que quoi. j'ai jamais tenté, tu vois, par exemple, c'est de montrer le film sur l'image. Et que les gens aient juste le film avec un casque, Ouais. voir si le film reste compréhensible, si... Ouais. C'est une expérience qui serait rigolo de faire, tu vois, juste pour voir si le son est propre. Et voir si le son... Mais j'ai essayé de mettre un peu la patate au son, quoi. Mettre des petits effets, de la reverb au bon moment, Ouais. des trucs comme ça, quoi. Donc, quand les pièces d'or tombent, à un moment dans le Oui. film, tu vois, on essayait de mettre un petit... Enfin, tu vois, c'est tous des petits Ouais, détails. c'est bien fait. Moi, je me rappelle des effets sonores, notamment des pièces. Enfin, tout. Enfin, rien que d'ouvrir une porte, Ouais. c'est. Bah, c'est un mélange de sons très naturalistes qu'on a pris sur le tournage, les sons témoins que l'ingé son a pris sur le plateau, et beaucoup de reboulot derrière, quoi, en studio. Normal. Quelle est ta meilleure expérience de tournage? Et as-tu des anecdotes donc à nous raconter? Bah, pour l'instant, honnêtement, la meilleure expérience de tournage que j'ai eue, c'est Orphir. Parce que c'était vraiment des conditions que j'ai pas encore eu de telles conditions depuis. J'ai continué un peu de fiction, j'ai continué un peu tout ça, mais vraiment des conditions comme ça où t'as quand même un plateau de 70 personnes. Putain de merde, t'as 70 personnes qui font juste une connerie que t'as écrit sur un papier un jour chez toi, quoi, c'est fou. Quand t'y penses, c'est un peu dingue. Et ouais, c'est les meilleures conditions que j'ai eues. Et je me rappelle plus de ta question, alors on va peut-être Oui, reprendre. ta meilleure expérience Ouais. sur le tournage en fait. C'était quoi? Alors, Un souvenir en fait. Ok, bah la meilleure expérience que j'ai eue, c'est le premier soir de tournage, la petite anecdote. Moi, j'avais jamais vu un grand plateau de ma vie. C'était la première fois que j'arrivais sur un gros plateau de tournage, un vrai plateau. Et mon chef opérateur m'a dit, Jonathan, tu restes au gîte.
Moi, j'avais ramené ma PS3 comme un gamin que je suis. J'ai besoin de console, donc j'étais au gîte et toute l'équipe était déjà en train de préparer le plateau, les acteurs en train de se faire maquiller. Et donc le gîte était à genre 10 minutes en voiture du plateau, on n'était vraiment pas loin. Et donc moi je jouais à la console, alors qu'on tournait dans 1 heure après, quoi. Mais j'étais en train de jouer à la console. Et on m'a dit, écoute, j'attends que tu joues à la console parce que on va te faire une surprise. Et je suis arrivé sur le plateau, ils avaient monté les 50 mètres de travelling, ils avaient fait un des plans, le premier plan du film en fait. Le premier plan du tournage, c'est le premier plan que tu vois dans le film. Donc c'est un long travelling vers le bistrot qui est assez long, qui dure bien 20 secondes. Et donc, quand t'as jamais vu un grand plateau de ta vie, que t'arrives, t'as 50 mètres de travelling, des grosses sources dans tous les sens, les acteurs prêts, t'as 3 combos qui t'attendent, enfin, c'est génial, quoi. Donc, Ouais, c'est un monde féerique, un monde merveilleux. Enfin, ouais, bah t'arrives, t'as l'impression de vivre enfin ce dont tu penses être. Ouais, ça veut rien dire. Non, T'as je vois ce que l'impression tu veux dire. t'as l'impression de vivre enfin pourquoi t'es fait. Ouais. Ce que je rêvais quand j'étais gamin, j'ai eu enfin l'impression de le vivre, quoi. Ouais, Et je suis tu veux arrivé. vivre ouais. Ah ouais, puis t'arrives, t'as quand même un vrai plateau, merde, quoi. T'as Corinne Maziero quand même comme actrice. Tu vois, elle était nominée au César, faut la tenir, faut savoir la diriger. Et t'es là comme ça, tu fais merde, tout ça pour moi, quoi. Pour un petit connard qui écrit un truc dans son coin, c'est génial. Luc, réveille-toi. Il y a du boulot. Alors, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre? Toujours voulu le faire une fois que j'ai trouvé ma voie pendant mes études. Ouais. C'est au cours des En études. gros, j'ai voulu le faire, donc j'ai rien lâché pour y arriver. Et j'en vis, oui et non. J'en vis, mais pas de la fiction. Donc je vis de la pub, de l'institutionnel. Des fois, je fais du film d'entreprise, de la pige pour TF1, des trucs comme ça. Donc, mais je vis pas de la fiction. Même si on commence à décoller un peu en fiction, je commence à être un peu diffusé à droite à gauche. Je touche du bois pour que ça continue un peu. Et que ça... Après, je fais ce métier-là concrètement en fiction depuis 3 ans. Donc, c'est rien, 3 ans, tu vois. Quand j'en parle à mon directeur de la photographie, à chaque fois, il me dit: est-ce que tu as connu Louis de Funès jeune? Je lui dis non. Bah, il me dit: attends d'avoir l'âge de Louis de Funès, on en reparlera. Pour vraiment arriver Après, bon, plus tôt ça arrive, mieux c'est, Bien sûr. Ouais. bien sûr, mais je suis pas forcément pressé, je prends mon temps pour faire les choses bien. Voilà, quoi. Je pense que c'est une bonne idée de prendre son temps et de se remettre en question de temps en temps et de bien faire les choses à chaque niveau en fait. Bah ouais, parce que j'ai essayé de faire des courts-métrages entre deux, un peu pas à l'arrache, mais monter quand même une équipe conséquente, où t'es quand même 30 sur le plateau. Mais c'est des scénars où tu t'es pas forcément autant investi parce que tu le fais sur ton temps libre. Et je suis arrivé sur le plateau, l'envie est là, je tourne, je m'amuse. Quand le film est fini, je suis content sur le coup. Je revois le film 2 mois après, je me dis putain merde, attends, t'as fait ça, quoi. C'est pas très bien. Et alors que Orphir, tu vois, il a été fini en 2012. Je le revois encore maintenant, je me dis putain, ouais, c'est bien. Je suis content de moi, je suis vraiment. C'est très narcissique et très égocentrique, mais tant pis, j'assume. Pour le coup, je suis content de ce film-là. Il y a plein de trucs que j'ai fait où je trouve vraiment que c'est de la merde. Autant ce film-là, j'en suis satisfait, quoi. Bah, c'est ce qui compte. Et je pense qu'en plus, sur les projets qu'on a fait, parce que là, on a quand même fait pas mal de projets, on en a fait peut-être 25. Ouais. Donc on a fait une vingtaine de festivals, une dizaine de projets autres. Alors aussi bien à Nice qu'à l'étranger, enfin voilà, dans des festivals et fantastiques et des festivals d'art contemporain. Il a vraiment été partout ce film. Mais je crois que le public a été toujours assez réceptif et a toujours accroché à ce film-là, donc c'est qu'on s'est pas planté à 100%. Je pense que si le public vient de voir en disant bah écoute c'est sympa, après des défauts il y en a, ça reste un premier film, C'est mais, C'est mais une œuvre. le public pour l'instant accroche, donc ça je suis content, quoi. Et je me dis que la prochaine fiction que je ferai, mis à part ma série télé à part, parce que ça c'est encore un autre délire, c'est autre chose, c'est un autre système de production. La prochaine fiction que je ferai sera, on va essayer de foutre l'échelle encore plus haut. c'est le but, non? De toujours progresser au fur et à mesure des projets. Ouais, bah mais le truc c'est que c'est un métier où on peut pas progresser tout seul. Faut faire des rencontres, faut rencontrer les gens, tu vois, faut qu'il y ait une prod qui s'intéresse à toi. En fait, la moitié du boulot c'est passer son temps en soirée, quoi. Et moi ça me fait chier. Je préfère rester chez moi et jouer à la console, tu vois. Ouais, mais Donc, ça s'appelle de la communication. Ah ouais, bah je suis pas bon communicant alors pour le coup, Ouais. tu vois, Ouais.
Du coup, j'essaie de trouver plus des moyens détournés, tu vois, envoyer des mails, envoyer des démos, passer par un tel qui connaît un tel, passer par la télé. J'essaie de trouver d'autres moyens parce que je suis vraiment pas fait pour les soirées. En plus, je bois pas d'alcool, donc imagine, au bout de 10 minutes, je me fais chier, je rentre chez moi. Ah oui. Encore un autre Orphir, ça m'a tourné. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer des projets via KissKissBankBank, Ouais. Ulule Bah, je pense que c'est vachement bien. Quand t'as- Alors, je pense que je suis un peu partagé en fait. D'un côté, je trouve ça vachement bien parce que ça permet à plein de projets qui, sans ces plateformes-là, auraient jamais vu le jour. Je vois une web série comme Noob qui a décollé quand même 600 000 euros grâce à ses fans, c'est génial. Ils vont pouvoir faire 3 longs métrages. Tu vois, c'est top. Enfin, et après, je trouve que quand tu vois des boîtes de prod qui font des Ulule, là, ça commence à. C'est le revers de la médaille. Si les professionnels commencent à demander à l'argent particulier, qui eux vont payer pour aller voir le film, payer à faire le film, c'est un peu bizarre. Et j'ai peur qu'il y ait tellement de projets là-dessus qu'un jour, la corde, elle va casser. À force de demander aux gens, allez-y, payez pour voir un film, payez, payez, payez. Après, tu as une contrepartie, on te file une affiche, un DVD, ouais, c'est bien. Mais bon, en plus, une fois sur deux, les contreparties, elles n'arrivent pas. Ou le projet se fait pas. Donc, je me demande si ça n'a pas ses limites, ce système-là. Je suis le premier à qui, peut-être pour mon prochain projet, j'en ferai appel, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à trop tirer sur la corde, ça devient bizarre de demander aux spectateurs de payer pour faire les films. On paye déjà notre place de cinoche, on paye déjà, même pour aller voir un cours, hein, des fois tu payes ta place de cinoche. Si c'est une projet, ne serait-ce dans un bar, tu bois un coup, et ben, c'est le prix de ta place. Hein. Tu bois 2 verres, t'en as pour 10 euros, boum. Ben voilà, t'as déjà payé, quoi. Je vois pas pourquoi tu devrais te payer pour faire le film. Donc, Il y a les deux côtés, quoi. ouais, mais après, à côté de ça, il y a des projets, sans cette plateforme-là, ils n'existeraient pas. Et tu vois, Noob, c'est quand même des mecs amateurs qui font. Je reviens à eux parce qu'ils sont records européens quand même. C'est que qui ont le record, oui. Donc voilà, mais les mecs, sans leurs fans, ils vivraient pas, ils feraient rien. Donc c'est vraiment une aide. Les fans, ils sont conscients de ça. Et du coup, là, il y a pas entre guillemets d'escroquerie. Alors que quand c'est une prod qui demande du pognon, là, c'est un peu. Là, je trouve ça un peu étrange. Ouais, je vois. À une époque, dans les années 50, les prods, ils faisaient des chèques. Ils demandaient pas l'argent. C'était. Donc, mais Ulule, c'est quand même un bon truc, hein. Même pour les jeux vidéo. Il y a un truc qui s'appelle. Ça doit être Kickstarter pour les jeux vidéo. Je crois Indiegogo Et aussi. tu vois, il y a plein de jeux vidéo qu'on n'aurait jamais vus, genre Brain ou des jeux comme ça qui sont passés par des plateformes. Monkey Island n'aurait jamais eu de suite, par exemple, sans les plateformes de. Donc, Ouais. il y a vraiment le pour et le contre, quoi. Je suis Il n'y a pas que les films aussi. Enfin, il y a d'autres domaines où tu peux financer un événement. Ouais, Quelconque en fait. Du coup, ouais, bah, des concerts, tout peut passer. Il y a des mecs qui font du Ulule pour financer leur boutique où ils vendent des fringues, quoi. ouais. Enfin, tu trouves vraiment de tout. Ouais, donc avec la technologie d'aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer à faire un film. L'accès est rendu plus facile. Donc on peut acheter un logiciel de montage, une caméra Ouais. et faire son film en fait. Et qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne en fait dans tout ça? Bah, le numérique, ça a permis, comme tu le disais auparavant, à tout le monde de pouvoir se mettre à faire des films. Donc, du coup, on a le droit à avoir. Bon, c'est un peu généraliste ce que je veux dire, mais tout et n'importe quoi. On a des gens qui maîtrisent les outils, maîtrisent la narration, maîtrisent l'écriture et qui nous font des trucs incroyables. Et à côté de ça, ça donne aussi des gens qui juste essayent de faire, mais où ça fonctionne pas forcément. Donc, et du coup, on va pas parler de concurrence, mais le marché s'ouvre beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de réalisateurs parce que, comme tu dis, maintenant, un appareil photo, un logiciel de montage, on peut faire un film qui est vraiment chouette, quoi. Donc, il faut. Maintenant, le seul truc qui va compter, c'est le scénar et l'histoire et ce qu'on raconte, comment on le fait, quoi. Parce que techniquement, presque tout le monde peut faire un film. Donc, ce qui est vrai, oui et non, parce qu'il faut quand même une notion de la lumière, du son. Il y a quand même un savoir-faire derrière. Mais
Si moi je prends un appareil photo, je prends ma petite sœur et je veux faire un film, c'est possible. Donc si j'ai une bonne histoire, ça peut marcher. Donc tout le monde a l'accessibilité maintenant. Donc ça peut... Du coup, tu as tout et n'importe quoi sur Internet, hein, je pense. C'est au spectateur de faire le tri et de voir ce qui l'intéresse et dans quoi lui il arrive à s'épanouir. Je suis d'accord. Dis-moi, que penses-tu du cinéma français? Ah ouais, grande question, ouais. Cinéma français. C'est là où on s'engueule. C'est bah, C'est là qu'on va faire des... c'est là qu'il va y avoir plein de gros mots à biper et Censure, tout. oui. Non, non, bah, le cinéma français, en fait, il y a quelque chose que je comprends. Enfin, faut arrêter de faire des comédies, quoi. Faut arrêter des. J'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'on me sort 10 fois le même film. Je vois des comédies avec Franck Dubosc, c'est Cadmerade tous les mois. Alors, pourtant, Cadmerade, je pense que c'est un bon acteur. Moi, je l'ai vu dans des films où il m'a bien plu, dans Pamela Rose. Quand c'est bien écrit et que c'est bien joué, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est rentré dans un système où j'ai presque l'impression que seulement 2 cinémas en France sont possibles. Soit le cinéma très comique, très télé, parce que souvent on prend des vedettes de la télé qu'on met, voilà, c'est les chaînes de télé qui financent derrière. Et de l'autre côté, on a aussi un cinéma très social, très ancré dans la réalité, très naturaliste. Et il y a beaucoup moins de place pour l'imaginaire, par exemple, pour les mondes de l'imaginaire, la science-fiction, le polar. Là, il y a Fred Cavaillé qui vient de sortir un film, par exemple, tu vois, il fait un tollé, ça marche pas, ça fait pas une entrée alors que c'est J'ai vu le film, moi, bah, il est incroyable, quoi, tu vois. La mise en scène, moi, je la trouve parfaite. Et va savoir pourquoi ça marche ça pas, fait quoi. film d'action. Ouais, ça fait vrai film de cinoche américain. En France, ça fait plaisir. Tu vois, Christophe Gans, il va sortir La Belle et la Bête. Je pense que toutes les critiques. J'ai pas vu le film, mais je pense que toutes les critiques l'attendent au tournant parce qu'il s'appelle Christophe Gans, pas parce que le film est raté. Et du coup, il y a des mecs comme ça qui poussent des coups de gueule réguliers. Hein. T'as Besson, t'as Jeunet, t'as des gens comme ça. Et moi, je me sens. Mon cinéma à moi, il est plus proche de ces gens-là. Après, à côté de ça, par exemple. Euh, je sais pas, j'adore en cinéma français, je sais pas, j'adore Louis de Funès, tu vois, on en parlait tout à l'heure. C'est, j'aime tout n'importe quoi. Il y a une comédie quand elle est bien écrite et qu'elle fonctionne, c'est vachement agréable de voir une bonne comédie. Moi, je suis de l'époque où je regardais Les Sous-doués passent le bac, tu vois. Enfin, c'est con, mais ça me fait hurler de rire ce truc. C'était totalement con, mais super bien écrit. La Cité de la peur, tu vois, Le Retour des Inconnus, il me fait un peu peur. Parce que Les Trois Frères étaient terribles. Tu vois la bande-annonce du nouveau, ça fait un peu peur. Bon, ça sent un peu le micro-ondes, tu vois, ça sent un peu réchauffé. Et voilà, c'est ça qui me fait un peu peur dans le cinéma français. Mais après, c'est ce cinéma-là qui permet aussi la redevance télé, plus les achats, à faire vivre l'autre cinéma derrière que nous on veut faire. En fait. Donc on peut pas non plus démonter ce cinéma-là parce que c'est grâce à ça que certains autres films se font. Donc voilà, mais... Il y a des films, il y a de bonnes comédies et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ouais, puis il n'y a pas que de la comédie, hein. Dans les films sociaux, il y a des trucs très bons, il y a des trucs très... Exactement. Et c'est vrai qu'on a accès sur 2 catégories, deux genres de films, et du coup on délaisse un peu le reste aux Américains ou ouais. autres. On voit rarement un film d'horreur en France, quoi. Ça existe, mais ils ont du mal à... C'est avoir des le directs, jour. des DVD où ils se Voilà. retrouvent sur le net, où t'as des mecs comme Xavier Jans, tu vois, qui ont fait Frontières, qui ont réussi à sortir en salle. Après, il se barre aux États-Unis, quoi, le mec qui a fait La colline à des yeux, là. Oui, Je ne sais plus Alexandre son- Aja. Voilà, tu vois, il s'est barré pour faire Piranha aux États-Unis. Et en France, parce que c'est un problème de producteurs, je pense. Les producteurs, ils savent que c'est peut-être pas qu'ils n'ont pas envie de faire ce film, c'est que s'ils font ce genre de cinéma, est-ce qu'ils auront les financements? Ouais, ils veulent des garanties, quoi. Mais c'est un terme que tu vois de plus en plus souvent quand tu parles avec les gens. Moi, je croyais que ça existait qu'à la télé et j'ai rencontré des prods qui m'ont dit. Moi, j'ai un projet de court-métrage en cours, j'ai rencontré des producteurs, ils m'ont dit c'est vachement bien, mais du fantastique, on fait pas, quoi. Enfin, C'est dommage. alors que je suis arrivé avec honnêtement un casting en béton. Je suis arrivé avec des cascadeurs de chez Besson, avec des mecs qui ont, tu vois, ils ont fait 30 longs métrages, ils n'ont plus rien à prouver. T'es arrivé avec un casting comme ça, une adaptation de bouquin au couteau, ça fait 2 ans que j'écris. Et derrière ça, on me dit ah non, pas de fantastique, Coco, rentre chez toi. Bon, c'est... faut aller chez les producteurs indépendants. Ils Oui. sont un peu moins frileux. Donc, Oh, ça va évoluer.
Ouais, et puis il y a le Canada, il y a pas que la France dans la vie. Oui, il y a, d'autres pays. il y a l'Asie, tu vois, il y a plein de producteurs partout ailleurs, faut juste chercher. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Ah, non, mais... Il y en a beaucoup. Bah, en fait, quand j'étais vraiment tout petit et que je faisais du dessin, j'avais 5-6 ans, tu vois. Alors attention, c'est vraiment con, hein. Mais quand j'étais gamin, mon rêve c'était de faire un film où il y aurait Jackie Chan et Florent Pagny dans le même film. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je trouve que Florent Pagny il a une gueule d'acteur. Je sais pas pourquoi, je trouve. Je sais pas, je vois bien un film de mousquetaire ou je sais rien. Enfin. Et voilà, après c'est un rêve fou parce que. Mais pour être honnête, c'est surtout Jackie Chan, vu que c'est lui qui m'a donné. Cette envie de... Bah, ça a été mon maître pendant. Mon mentor pendant des années, même si je le connais pas. Un modèle, quoi. Ouais, ça a été ma référence quand. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu un film qui m'a donné la patate, qui m'a donné envie, le déclic. Et ce film n'est pas très bon, mais ça m'a donné le déclic. Et après, j'ai vu des films comme Mister Canton et Lady Rose, tu vois, ou un hommage à Frank Capra dans les années 50 du vieux Hong Kong. Tu vois, tout en costume d'époque. C'est Jackie Chan qui réalise avec des plans à la grue incroyables. Tu vois, il a fait des films comme Le Marin des mers de Chine. Oui. C'est pendant 1h30, c'est un hommage à Buster Keaton, où il dépend d'une horloge, une image, un hommage au cinéma muet. Donc, on retient de Jackie Chan, ouais, c'est un mec qui fait des films d'action, mais pas que ça, c'est un hommage au cinéma. Enfin, voilà quoi, c'est. C'est un artiste complet. Ah, il sait tout faire ce type, hein, c'est fou. Il chante, il fait la musique, il fait le montage, il fait. En France, on a Alexandre Astier qui est comme ça. Il fait la musique, il monte, il joue, Oui. il fait tout. Ouais. Pour On Kaamelott. s'interdit un petit peu, mais bon, après... Et donc, vraiment, dans l'idéal, j'aimerais bosser avec lui. Et en producteur, j'aimerais bien. Je sais pas si Christophe Gans produit, mais Ah, je sais pas ça. je suis vraiment pas sûr. Mais s'il produit, j'adorerais avoir un film dans ma vie produit par Christophe Gans. Mais c'est vraiment du rêve, parce que pour l'instant, je suis pas du tout le même métier qu'eux, on n'est pas du tout à la même échelle. Après, ouais, non, Mais si, je sais pas, si j'ai 50 balais, j'ai réussi un peu dans la vie et que je rencontre ces gens-là et que ça se fait, Ça, c'est le serais- futur, hein, on verra. je serais fou, quoi. J'ouvre le champagne, moi qui bois pas d'alcool, je me bourre la gueule ce jour-là. C'est normal. Il produit Christophe. Ah non, c'est bon à savoir. Merci. Quels sont... Donc, tu m'as parlé de Christopher Gans. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Français? Pas forcément? Ouais, ou je sais pas, ou autre, ouais. Bah, français d'abord, et puis... Réalisateur français, pour moi, c'est vraiment le pape, c'est quand même, je vais répéter, mais c'est Christophe Gans. Moi, quand j'ai été voir le Pacte des loups, C'est vraiment le Pacte des loups. Parce qu'il en a fait un il avait fait américain. Crying Freeman. Crying avant. Freeman. Et moi, j'adorais l'acteur de Crying Freeman, j'adorais Mark Dacascos. Ouais. Il est très bon. Et c'est un mec vachement sous-exploité, en fait. Je sais. Bah, moi aussi, je pense ça. Il fait de la série B, il fait Là, du il joue dans une téléfilm. série qui s'appelle Hawaii. C'est très triste, hein. C'est de le bien voir Hawaii, c'est là-dedans. bien Hawaii, tu vois. Et quand tu le vois dans Crying Freeman, des films comme ça, moi je l'ai vu dans des films asiatiques, Time and Tide, des films, tu vois, des films où il casse la baraque, quoi. Ouais. Et en France, on lui a jamais donné un rôle à la hauteur, sauf dans le Pacte des loups, où le rôle principal du film, c'est quand même l'Indien, quoi. C'est lui qui tient le film. Et quand j'ai vu le Pacte des loups, j'ai fait putain, on peut faire ça en France, c'est possible, quoi. Moi, il a eu beaucoup de problèmes pour le faire, Christophe Gans en a chié. Voilà. Après, aux États-Unis, bah, comme beaucoup de gens, bah, il y a Spielberg qui m'a donné la flamme quand j'étais gamin. J'ai vu E.T. comme tout le monde, Jurassic Park. Voilà. Après, je suis vachement cinéma asiatique. J'adore Tsuyark, les Guerriers de la Montagne Magique, tous ces films-là. Enfin, voilà, les vieux films de kung-fu. Oui. On va s'arrêter, on est Ok. obligé. Ok. On va reprendre après. Tu m'as dit Spielberg aussi notamment. Bah, ça, c'est le rêve de tous les gamins, Ouais. quoi. Aux États-Unis, il y a bah, le patron, de toute façon. Tu prends n'importe qui dans la rue, tu lui demandes un nom de réalisateur. 9 personnes sur 10 veulent te dire Steven Spielberg. Oui, ça. Donc, c'est quand même le patron. Après, il y a des mecs comme, je sais pas, les frères Wachowski, tu vois. Ouais. On Ça- dit plus frère maintenant. Ouais. On dit C'est les vrai. Wachowski. Les Wachowski, maintenant, ouais. ouais. Voilà, il y a des gens comme ça. Il y a je sais pas, il y a Ouais, le mec qui a produit Lost, là, qui a réalisé Lost. Ouais, J.J. Abrams. L'autre. J.J. Abrams a produit, Ils sont plusieurs à produire, hein, du coup. Damon Lindelof. je ne sais plus. C'est le nom, c'est le mec qui a fait. Derrière, il a fait Super 8. Non, bah c'est Abrams. Ouais, non, t'as raison, c'est Abrams. Non, c'est Abrams, t'as raison. Je dis des conneries.
Le réalisateur T'as raison. Mais là, c'est pas le réalisateur de Ouais, Lost, c'est- Abrams, c'est- c'est un autre. Bref, on s'en fout. Ouais, en fait, d'accord, mais... ok. mais voilà, Ok. il y a des gens comme ça, mais c'est tous des rêves limite inaccessibles que t'as là-dedans. Pourquoi pas un jour dans ma vie, hein. Mais là, pour l'instant, c'est. Dis-moi, sur le court, moyen et long terme, comment tu te vois en tant que réalisateur? Bah, sur le court terme, Quels sont tes souhaits en fait, hein? on va parler de cette année pour le Ouais. court terme. D'accord. On va faire les 3 étapes, court, Ouais. moyen et long. Alors sur le court terme, pour moi, c'est 2014, donc finir la série que je suis en train de faire, ça prend quand même un peu de temps, même si c'est de la petite prod et tout, que c'est fait un peu dans notre coin, bah, il faut quand même le faire. Et il faut tous les 15 jours, il y a un épisode diffusé, donc il faut suivre le rythme. Ça prend déjà pas mal de temps, surtout que je le monte, j'étalonne, je suis tout derrière. Voilà. Et sur le moyen terme, faire un cours encore un peu plus ambitieux, avec un casting qui, je pense, tient la route, des mecs pour qui j'ai écrit et qui m'ont dit oui. Trouver un producteur, trouver un agent, enfin faire gravir les échelles une par une, quoi. Et pourquoi pas, d'ici 10-15 ans, arriver au long métrage, hein, pourquoi pas. Je te le souhaite. Bah écoute, j'espère bien. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? Bah, fais un film. À part, personne nous attend en fait. Ça, c'est un truc où on tombe vite de haut, c'est que c'est vraiment un métier où personne t'attend, quoi. Il y a déjà tellement de monde que personne t'attend si tu sors pas du lot, si tu connais pas un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui couche avec bidule, c'est foutu. Si t'es pas là au bon endroit au bon moment, c'est foutu. Donc le seul truc qui peut compter, c'est soit le talent, et le talent c'est 20%. Après, il y a 80% de connaissances pour commencer. Et donc, et une bonne histoire. Vraiment, j'espère que ça existe encore, les prods qui produisent les films avec un scénario et pas juste parce qu'ils connaissent un copain, quoi. J'en vois de moins en moins, malheureusement, ça me fait un peu chier, mais j'espère qu'on produit avant tout un film et qu'on produit pas parce que c'est le copain. Parce que si on en arrive là, ça devient... Après, c'est partout pareil, hein. Tu veux bosser au McDo, bah faut connaître le patron du McDo pour pouvoir... J'en suis conscient, mais c'est quand même con, parce que le cinéma, c'est une histoire avant tout, c'est le spectateur avant tout. Faire un film pour ta gueule, c'est bien, mais après, tu le regardes sur toi en DVD, ça te fait une belle jambe, c'est là pour le montrer aux gens, quoi. C'est le public avant tout, et vraiment, une histoire, un scénar, du boulot, un scénar, du boulot, c'est ça le conseil que je peux donner, quoi. Et avoir une petite dose de talent, ça aide aussi. Pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? La dernière claque au cinéma que j'ai pris, c'est le film de Ben Stiller, La vie rêvée de Walter Mitty. The Secret Life of Walter Mitty. Je suis sorti de là, j'ai Et dit... moi aussi. J'ai dit, Jonathan, arrête le boulot, quoi. Enfin, Et j'ai dit, Jonathan, arrête d'être réalisateur, tu pourras pas faire mieux. t'as vu la bande son, le soundtrack Ouais, tout incroyable. est adapté à l'histoire. Ouais. Mais enfin, il y a des scènes folles. Enfin, T'as vu? je sais pas, je suis sorti de là, j'ai dit, putain... je crois que c'est une des claques que j'ai eues dans ma vie au cinéma. Moi aussi. Ça arrive très rarement quand tu sors du... Des fois, je me dis, bon, j'ai passé un bon moment, voilà, j'ai vu un bon film. Mais vraiment sortir de là en se disant... T'as l'impression que tout va bien dans ta vie, qu'il y a un truc qui a changé. Et un film qui change ta vie, c'est assez bizarre. Et ce jour-là, c'est arrivé. Ça arrive, ouais. Et je suis sorti, et un truc fou, c'est il avait quand même Sean Penn dans son film. Ouais. Et la scène où Sean Penn apparaît, il y a aucune... Enfin, justement, il y a une mise en scène, mais elle est tellement simple. Et je sais pas, n'importe quel réalisateur aurait Sean Penn dans son film, il arriverait sur un plan à la grue, putain, on mettrait Sean Penn qui arrive. Et là, en fait, t'as juste Ben Stiller dans le champ, puis t'entends, et tu me gênes. Et il se retourne, et t'as juste Sean Penn qui est là comme un con avec son appareil photo, et Ben Stiller qui est devant l'objectif. Et voilà, et des scènes toutes simples où il fait du skateboard, là, pour le coup, ils ont mis des plans à la grue, ils ont mis des plans incroyables, quoi. Et c'est là que pourtant, je suis pas un fan inconditionnel de Ben Stiller. J'avais accroché à Tonnerre sous les tropiques, voilà, mais... Et ce film-là, vraiment, je suis sorti de là, je dis, ça, c'était la dernière claque que j'ai vraiment eu au cinéma, quoi. Et d'ailleurs, avec ce film, ils ont tourné en pellicule et pas en numérique pour respecter l'histoire même, tu sais, par Ouais, rapport à la ouais, photo, par tu rapport, vois, ouais. à la photo même. Donc, Bah, c'est un bon choix, parce Bah que oui. le grain de l'image, il est quand même c'est top. fait exprès. La scène où il monte dans l'hélicoptère, tu vois, il y a des scènes Avec incroyables la quand même. musique de comment il s'appelle, David Bowie. David Bowie, Ground Control to Major Tom. Ouais, C'est se lancer. ça s'envole, voilà, c'est incroyable. Après, je sais pas, il y a des scènes comme ça où il drague la gonzesse, puis il devient un alpiniste, tout ce... Ouais, c'est des déconnexions en fait. Ouais, enfin, c'est un film, tu vois, pourtant on n'est pas dans un film fantastique, on n'est pas un film de science-fiction, on n'est pas dans un film d'action,
On est quand même sur juste un film sur un photographe Voilà. qui est journaliste. Il exploite par-ci par-là quelques genres. Bah, un peu de poésie, C'est mais, de la poésie, ouais, mais c'est ça. un film très naturaliste, très simple hein, à la base, mais je me suis pris une claque. Quoi. Ouais, pareil. Tu vois, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir Arnold Schwarzenegger qui défonce Ah, ouais. une armée de soviets. Hein, Ouais. pour, Et je trouve que les musiques, elles accompagnent bien le. Ah ouais, la bande-son était Du parfaite. début hein. jusqu'à la fin. Le film, j'ai rien à redire, le film pour moi était parfait. Je suis sorti de là, j'ai dit c'est génial. Quoi. Quand on parlait de se lancer à faire un film, comme conseil en fait, c'est ça en fait. Il faut se lancer dans l'aventure et aller jusqu'au bout. Ouais, bah c'est. Et en fait, tu le fais avec le cœur, l'aventure. Tu le fais avec ton cœur et du coup. Bah, même plus qu'avec le cœur, je dirais, il faut le faire avec les tripes. Ouais. Faut le faire vraiment, faut tout balancer, quoi. Faut y aller. Tu t'en fous de te taper la honte, tu t'en fous si on te dit que ton film c'est de la merde. Enfin, si t'attends après qu'on vienne te voir en disant oh, t'as fait un chef-d'œuvre, nanana, nanana, tu peux aller te gratter parce que des gens qui viennent te dire qu'il y a un chef-d'œuvre, ça existe une fois tous les 10 ans. Donc il faut juste que tu te sortes les deux du cul, que tu fasses un film, que tu fasses de ton mieux. Vraiment faire de ton mieux, bosser. Voilà. Après ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. Et oui, donc peux-tu. Eh oui ouais, Guy Lux. Bienvenue à Interville. Allez, on y va. Avec la technologie d'aujourd'hui, beaucoup se lancent. On va se filmer. C'est le silence avant, on se regarde tous. Vas-y. Ouais, il a raison. Attention, tu as des larmes. Que penses-tu de tout ça? Non, on va reperdre.